Hala Madrid, Hala Madrid, Hala Madrid. Salut Aslan. Salut Xavier, est-ce que tu as entendu les dernières nouvelles de l'Angleterre? Je crois qu'ils veulent interdire les échanges de maillots. Eh bien effectivement, à la première ligue, ils vont renforcer les mesures sanitaires et ils vont interdire aux joueurs de s'échanger des maillots et s'ils le font, ils vont être gravement sanctionnés. Écoute, les maillots c'est tellement emblématique, c'est peut-être la chose la plus emblématique d'un club de foot. Je trouve ça assez dommage. Eh ben oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Et pourquoi pas parler des maillots aujourd'hui? Écoute, je pense que c'est une très bonne idée pour notre thème du jour, les maillots. Alors ce que je te propose, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que, comme d'habitude, on va parler de l'actu de nos clubs chéris, des maillots qui nous ont marqués en bien et en moins bien dans chacun de nos deux clubs. Et on va faire un petit focus, comme d'habitude, sur un club au maillot mythique, le club au scapulaire, les Girondins de Bordeaux. On finira bien sûr par notre grand quiz, notre quiz légendaire, puisqu'aujourd'hui on a un invité pour parler des Girondins. Salut Johan. Bonjour tout le monde. Alors Johan, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi-même? Tout à fait, je suis Johan, je viens de Pau, et effectivement je suis supporter des Girondins de Bordeaux. Eh ben, est-ce que tu peux nous dire pourquoi exactement ce club? Eh bien, j'ai vécu à Pau pendant un petit moment, et un bel après-midi, belle soirée de 1996, les Girondins de Bordeaux ont battu le Milan AC en demi-finale de la Coupe de l'UEFA. Et j'ai entendu des klaxons un peu partout dans la rue. Et je me suis retourné et ça a été le début d'une grande histoire d'amour. Donc ta première émotion avec Bordeaux, c'était à la télévision. Parle-nous de ton premier match au stade. C'est venu bien plus tard, parce qu'il faut savoir que Bordeaux, c'est quand même à 260 km de Pau, donc on n'y va pas tout le temps. Et c'était grâce à l'école que j'y suis allé, un magnifique FC Girondins de Bordeaux Racing Club Strasbourg. Je devais avoir 12 ans, avec Chilavert dans les cages et Paoletta devant, pour Bordeaux. Ok, très bien. Et est-ce que par contre tu peux me parler maintenant de ton meilleur souvenir avec le club? Mon meilleur souvenir, alors c'était en 2009, une soirée chaude où on a gagné la Ligue 1, et j'étais tout seul dans les rues de Paris à me balader, à essayer de communier dans la victoire, mais bien tout seul. Et j'ai fini par trouver une supportrice dans un bar après la fermeture, rue Oberkampf, qui avait un maillot entièrement dédicacé par l'équipe. On s'est serré dans les bras, et oui, à cette époque-là, on pouvait encore se serrer dans les bras. On a rigolé, on a parlé, et c'était cool. Bon, parlons de quelque chose de plus habituel pour les supporters des Girondins. Ton pire souvenir cette fois? Mon pire souvenir Mon pire souvenir, bon, il y a sur le terrain, il y a la finale de la Coupe de la Ligue contre Marseille, saison 2009-2010. Et on fait gagner Marseille, leur premier trophée depuis 18 ans, je crois. Et c'est horrible. Je suis dans le stade, ils sont contents, je suis malheureux. C'était dur. Eh ben écoute, ok, passons à quelque chose de plus agréable pour toi. Quel est ton joueur préféré, même si c'est pas un joueur de Bordeaux ou un ancien joueur de Bordeaux, juste généralement parlant? Alors, on va aller jouer corporate, parce qu'on a eu, effectivement, on n'est pas un club comme le Barça ou le Real, même si on a eu plein de trophées dans l'armoire, mais il y a eu des joueurs sympas qui sont passés. On commence pas à rire, ça commence à pouffer autour de la table. Mais moi, un joueur qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, c'était Yoann Mikou. Voilà, c'était le Zidane après le Zidane, sauf que il avait toujours un accent différent, mais quand même un accent de sud. Et il avait des cheveux peroxydés. Et le nombre de joueurs de foot qu'on a vu avec des cheveux peroxydés dans le sud-ouest, grâce à Mikou, c'était assez incalculable. C'est une grande tradition qui s'est pas complètement perdue. On voit d'ailleurs cette saison que ça revient un petit peu à la mode. Je pense à Montpellier notamment. Le sud, toujours. Toujours dans le sud. Ton joueur détesté, celui vraiment que tu n'as pas supporté, qui a porté le maillot des Girondins. Alors ouais, si on parle des Girondins, on a eu
on a eu une flopée de chèvres quand même. Mais il y en a un, je sais pas pourquoi, il est pas resté longtemps, mais je pouvais pas le supporter. C'était Diego Placente. Ah bah, est-ce que vous vous rappelez de Diego Placente? Et évidemment, il a joué contre nous en finale de Ligue des Champions Exactement. 2002 à Bayer Leverkusen. Et ce bon monsieur, après son passage en Allemagne, revient en Argentine et Laurent Blanc pense que c'est une bonne idée de le prendre. Et il a dû jouer avec nous un peu plus d'une dizaine de matchs. Il n'a pas dû en gagner beaucoup et je pouvais pas le supporter. Il était nul à chaque fois. Un latéral gauche, ça soulève pas généralement les foules, sauf Tremolinas et Vicente Lizarazu. Mais celui-ci, il était insupportable. Et petite anecdote, j'ai vu une fois un mec avec le maillot floqué Placente et j'ai trouvé que c'était extrêmement courageux. C'était un maillot horrible, un maillot surd dégoûtant, marron. Et gros courage. Eh ben écoute, que puis-je te dire, il est quand même champion avec vous. Donc là, c'est Effectivement. un défenseur qui est pas mal. Là maintenant, si on a parlé de ton joueur le plus détesté, quelle est l'équipe que tu détestes le plus? Je déteste Lyon. Faut faire les coming out quand il faut faire les coming out. J'ai fait partie de cette génération qui, pendant mon adolescence, a souffert de l'hégémonie des Lyonnais, avec toute la modestie qui les caractérise. Et du coup, ça marque. Alors maintenant, ils gagnent plus beaucoup, mais bon, au fond d'eux-mêmes, ils sont restés les mêmes. Sur le terrain ou dans les tribunes, c'est insupportable. Écoute, ces propos n'engagent que toi, même si je suis bien d'accord. Quelle est la meilleure saison pour toi que tu as vécue avec les Girondins? 2009-2010, parce qu'on est champion. 2008-2009, parce qu'on est champion. Merci. Il y a des Barcelonais. Non, je rigole. Il y a des Madrilènes qui suivent. Effectivement, celle-ci, ça va être celle-là. Mais la saison suivante, 2009-2010, la campagne européenne où on tape tout le monde, c'était un kiff monumental. Il y a Gourcuff qui met les coups francs où il veut, même des fois 2 d'affilée, il les tape au même endroit, il les remet au même endroit. C'était tu marches sur l'eau. Et bon, comme toutes les belles histoires, ça se termine très très mal. Mais je préfère regarder que les bons moments de cette saison. Eh ben écoute, encore une fois, revenons sur les grands moments et les beaux moments, et surtout sur les joueurs. Quel est, à ton avis, ou qui est, à ton avis, le meilleur joueur de l'histoire de Bordeaux? Cela est super facile. Il y a certains clubs sans histoire, c'est un peu compliqué à répondre. Barcelone. Mais pour nous, c'est facile. C'est Alain Giresse. Alors, j'étais pas contemporain, mais tu regardes les stats. Ça va faire quasiment. Soit c'est 592 matchs. C'est le meilleur buteur. Il a gagné 4 titres. Donc la majorité de ce qui est dans l'armoire des Girondins, c'est lui. Donc même s'il n'est pas, intégré au club maintenant, parce qu'on a des pitres, on a des pantins, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Bon, et on va finir par la question la plus importante. Tu préfères le Barça ou le Real? Choisis bien ta réponse, Johan. Aucun des deux. Je fais partie de ces gens qui ne peuvent pas blairer les deux clubs. Qui n'aiment pas le football. Exactement. Pourquoi tu es là? Moi, j'aime Valence en Espagne. Voilà. Alors, grand pourvoyeur de talent pour les deux clubs, en l'occurrence. Je veux dire merci à Valence pour Villa, pour qui d'autre? Alba, exactement. Oui, c'est vrai que ces temps-ci, c'est plutôt du côté de Barcelone que ça vient choper. Raoul Albiol, attention. Mais il faut se rappeler que Mendieta aussi a joué au Barça. Oui, c'est pas vrai. Vraiment au pic de sa carrière. Ah oui. Mais j'ai oublié de dire un truc important. Mon nom de famille est catalan, donc je devrais aimer le Barça, mais non, je peux pas les supporter. Eh ben bien joué. Voilà. Bah écoute, personne n'est parfait. Bon, revenons un peu à l'actualité des 2 plus grands clubs du monde. Slan, apparemment, cette semaine, vous avez été très très bon. 2021 commence sous les meilleurs auspices pour le Real Madrid. Ah bah évidemment, nous on est toujours deuxième, merci beaucoup. Toujours devant vous, merci beaucoup. Mais c'est juste ce samedi, on a fait un match nul contre Osasuna à Pamplonne, où il neigeait comme si c'était à Moscou. Donc un petit match nul 0-0. Je pense que les météorologistes seront d'accord avec toi. À Pamplonne, il fait le même climat qu'à Moscou. Exactement. Écoute-moi, cette semaine, je ne parlerai pas de Martin Braithwaite. Par contre, est-ce que tu peux nous parler de Vinicius, futur Ballon d'Or? Bah, futur Ballon d'Or, je pense que Vinicius, c'est exactement la raison pour laquelle on n'a pas gagné. Il n'a pas joué.
Donc voilà, c'est un peu raté de son côté et c'est un peu raté de notre côté. Donc voilà. Ouais, c'était plutôt un cadeau pour le football, quoi. Ah bah, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. J'y crois encore. Comme à Martin d'ailleurs. Même s'il a peu, même comme tu as dit, on n'a pas à en parler parce qu'il n'a pas fait de gros matchs. Mais d'ailleurs, en parlant de vous, qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine? Bah, écoute, nous, on remonte la pente. On a remporté notre premier match en retard à Bilbao. Bon, Bilbao, cette année, c'est quand même pas terrible. Et puis, sans public, je pense qu'ils sont quand même bien touchés. Mais écoute, on a eu un but magnifique sur une action entre Messi et Pedri. Voilà, on n'a pas été très bon. On a encore fait un cadeau, puisque Messi a offert un but à Bilbao. Mais l'important, là, une nouvelle fois, c'était les 3 points. Et dans le jeu, ça s'améliore. Ok, et sinon, après Bilbao, vous avez aussi affronté Grenade, et encore, même si ça brise mon cœur, mais encore une fois, vous avez fait un bon résultat. Ben oui, on a gagné. Quatrième victoire consécutive à l'extérieur. Et on a fait un bien meilleur match. Bon, Grenade non plus, c'est pas dingo dans le jeu. Mais là, on va se concentrer sur le Barça. Et vraiment, hier, ben écoute, on a bien joué. Et même ton joueur préféré, Antoine Griezmann, apparemment, il a brillé un peu. Oui, ben, un doublé, comme pour Messi. Messi, actuellement leader au Pichichi. Et Griezmann, écoute, a fait un bon match. Je crois que j'ai pas dit ça souvent hein, en un an et demi. Mais oui, il a fait un très bon match, des bons appels. Ce qui est un peu dommage, écoute, c'est que Dembélé est très en forme. Il fait des différences énormes, mais il n'est pas très efficace devant le but, comme d'habitude, je dirais. Eh bah écoute, t'habitues pas trop, je pense que les défaites et les matchs nuls vont revenir bientôt. Vous êtes mignons là, tous les deux, là, les millionnaires, mais tout le monde s'en fout de vos matchs de l'autre côté des Pyrénées. Le truc qui est très important ce week-end, c'est que Bordeaux a enfin gagné. Et tout le monde est content. Ok, boomer. Bon, revenons à notre thème du jour, les maillots. Est-ce que, Aslan, à tout hasard, tu saurais pourquoi ton équipe joue en blanc? Eh bah effectivement, on a commencé à jouer un blanc directement dès tout début de l'histoire de notre club, dès 1902. Donc c'était grâce à un petit club anglais qui s'appelle Corinthian Football Club de Londres. Voilà, un petit club anglais qui a voyagé à l'époque avec les matchs amicaux. Et c'est le coach anglais, le premier coach de Real Madrid, qui a proposé de prendre les maillots, le couleur de maillot de ce club, qui était blanc. Et donc c'est d'où là où vient notre maillot blanc qui est aussi historique et emblématique maintenant. Donc, juste pour une petite anecdote, ce club corinthien a aussi donné ses couleurs à un club brésilien, Corinthians. Donc voilà, c'est un club qui a pas mal voyagé à l'époque. C'est l'un des clubs les plus célèbres du 19e siècle. Voilà. Et en ce qui concerne Barcelone, Xavier, est-ce que tu peux nous parler un peu de vos couleurs? Écoute, nous, c'est une beaucoup plus belle histoire et beaucoup plus ancienne, puisque ça se passe en 1899. Notre fondateur, Johann Gamper, se réunit avec les autres membres à l'époque pour décider des couleurs. Et là, ce sont deux frères, les frères Whitty, qui ont fait leurs études en Angleterre, à Liverpool plus exactement, qui proposent de ramener les couleurs de leur club de rugby de cette école, le rouge et le bleu. Voilà, la proposition est acceptée parce que notamment Johann Gamper a joué pour le FC Bâle, qui porte les mêmes couleurs. Et voilà, la légende Blaugrana débute ce jour-là. Pour la petite anecdote, on est le seul club qui n'a pas eu de sponsor maillot, et ce jusqu'en 2006-2007, où là, le club a décidé de montrer son soutien à l'UNICEF pour en l'affichant sur le maillot. Et puis en 2011-2012, là c'est la honte, on avait besoin d'argent, et donc notre cher président Sandro Rosell, accompagné de Bartomeu déjà à l'époque, a vendu le maillot au Qatar, et donc on a affiché, pas vraiment fièrement, le Qatar Airways sur notre maillot. Eh ben écoute, toujours les pauvres cherchent de l'argent. C'est normal. Ben oui, encore une fois, c'est pas le roi qui paye nos dettes, donc forcément, on se débrouille. Ah bah écoute, chacun ses sources. Et toi, Johan, les sources des Girondins, c'est quoi, la picole? Effectivement, on a une marque internationale, Bordeaux, difficilement vendable au Qatar, là pour le coup, pas trop de succès. Mais le club très ancien et quand même joue en marine, parce que c'était le club, un club de Bordeaux qui jouait en marine, et ils ont adopté bien des années plus tard le scapulaire, qui est un peu ce qui caractérise le maillot bordelais, en 1939. Mais là, j'ai eu beau chercher, il n'y a pas vraiment de source, on ne sait pas pourquoi cette figure géométrique a été adoptée, mais elle est très jolie et elle est reconnaissable de loin.
Alors, si je peux me permettre, à l'époque, le chevron, ou le scapulaire, comme vous l'appelez à Bordeaux, était très à la mode. Il y avait beaucoup de clubs qui jouaient avec ça sur le maillot, notamment Lille. Bon, depuis, ils l'ont tous supprimé, sauf vous, peut-être nostalgique des années 30 et de la Deuxième Guerre mondiale, je ne sais pas. À station près. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est à ça qu'on reconnaît votre maillot, et c'est pour ça que tu es invité aujourd'hui. Et alors Xavier, maintenant, est-ce que tu peux nous parler de tes maillots préférés de Barcelone, de tes top 2, si tu veux? Ouais, oui, écoute, je vais m'arrêter à deux. Le premier, c'est le maillot du centenaire, un maillot mythique où donc on avait une bande bleue d'un côté, une bande rouge de l'autre, flocage doré, les manches bleu marine très 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 foncées, presque noires. Cette saison-là, on n'a pas un palmarès exceptionnel, hein, puisque notre seul trophée, c'est la Copa Catalunya. Mais par contre, on avait une équipe mémorable avec Rivaldo, Luis Enrique, les frères de Bourg et Pep. Donc vraiment un maillot, c'est vraiment un maillot qui était mémorable parce que voilà, c'est pas les trophées qui nous l'ont fait garder en mémoire. Et le deuxième maillot, c'était notre maillot extérieur de la saison 2013-2014 qui reprenait le drapeau catalan, qui était magnifique. C'était la dernière saison de Puyol et c'était très spectaculaire de le voir dans ce maillot-là. Bon là encore une fois, on fait une saison vraiment naze puisqu'on gagne une Super Coupe d'Espagne, mais à nouveau on gagne la Copa Catalunya. Ah bah, votre meilleur trophée, je crois. Bah, cette année-là, oui. Ah bah écoute, c'est très bien que tu mentionnes la saison 2013-2014 parce que ça fait partie de mes top choix aussi. Ah, bah écoute, ça m'intéresse. Qu'est-ce que tu as choisi, toi? Bah d'ailleurs, je vais pas parler dans l'ordre chronologique parce que d'abord je vais parler de maillot de 2013-2014. C'est un maillot de Real Madrid tout simple, tout blanc, avec un flocage noir, avec les petites bandes oranges sur, euh, sur les manches. Et c'est avec ce maillot-là qu'on gagne la décima avec Ancelotti, qu'on gagne la Coupe du Roi. D'ailleurs, Marc Bartra, je pense qu'il a pu avoir une bonne vision de ce maillot sur Gareth Bale, sur cette course énorme en finale de la Copa. Donc ça, c'est ton choix numéro 2. Si je me rappelle bien, le Real Madrid est numéro 3 dans la hiérarchie de Gareth Bale. Eh ben écoute, pourquoi pas dire comme ça, mais quand même on a gagné la coupe grâce à son but, donc même si c'est le troisième choix, après Pays de Galles et Golf, c'est quand même pas mal. Écoute, je trouve qu'il est assez lucide. Pour moi aussi, ça arrive après le Pays de Galles et le golf, hein, dans mes préférences. Ah bah j'imagine. Donc je vais te parler de deuxième choix, de mon deuxième choix, c'est le maillot de la saison 2011-2012 avec le flocage, flocage en or. C'est la première fois qu'on fait ça et comme par hasard, c'est cette saison-là quand on gagne la Liga avec José Mourinho et on a un record des points, c'est 100 points pour la victoire de la Liga. Donc avec les joueurs mythiques comme Cristiano Ronaldo, comme Kaka, le fameux Kaka dont on a parlé il y a une semaine, Mesut Özil, Sergio Ramos, Casillas et tout le monde. Écoute, ne m'en veux pas, mais j'ai pas suivi les remplaçants, je les connais pas. Eh bien évidemment, parce que vous étiez trop loin derrière nous. Écoute, je te propose de passer au flop, parce que je crois bien que dans nos deux équipes, il y a eu quelques maillots un peu dégueulasses. Ah bah tout à fait, tout à fait. Est-ce que tu veux commencer ou tu me laisses commencer parler des flops de Real Madrid de niveau maillot? Ah, je vais commencer. Je vais te passer tous les maillots dits DDE. Allez. Jaune fluo, orange fluo, vert fluo, j'en peux plus du fluo. Mais bon, au moins si vous faites du vélo, c'est jouer la sécurité, acheter ces maillots-là. Le premier, c'est le maillot de bande horizontale, le maillot domicile qu'on a utilisé en 2015-2016. C'était la première fois en 117 ans d'existence qu'on jouait avec des bandes horizontales. Ce maillot était tellement dégueulasse qu'il a tué Johan Cruyff. En termes de palmarès, là, bon, on fait un doublé Coupe Championnat, on avait la MSN, mais voilà, on a perdu le grand Johan, quoi. Et le deuxième maillot, bah, c'est le maillot domicile de l'année dernière, où on jouait avec un maillot à damier, un peu comme la Croatie. Alors, ce choix, plus que douteux, c'était pour représenter un quartier de Barcelone. Mais voilà, le maillot était tellement dégueulasse que ça a fini par un 8-2 à Lisbonne contre le Bayern. Donc, c'est des maillots qu'on préfère oublier. Eh ben écoute, je vois bien pourquoi, parce que ces maillots étaient vraiment pas trop spectaculaires. Bon, parle-nous un peu de tes maillots, là, de tes pépites. Eh ben, les pépites, la première, c'est la première saison de Zinedine Zidane en tant que coach au Real Madrid. C'est la saison 2015-2016, pardon. Le deuxième maillot, c'était tout gris et c'était complètement dégueulasse avec les lignes vertes
sur les manches, c'était insupportable. Même si on gagne la Champions League cette année, c'était quand même à chaque fois qu'on a joué avec ce maillot, ça m'a pris quelques minutes pour comprendre que c'est le Real qui joue. Tellement c'était dégueulasse. Et mon deuxième choix, en fait, c'est entre les deux saisons, 2014-2015 et cette saison-là, 2020-2021, parce que c'est la même couleur de maillot, mais je vais choisir quand même le maillot de cette saison-là, 2020-2021. Le maillot rose, c'est le deuxième choix. C'était pareil en 2014-2015, sauf que dans 2014-2015, on a quand même gagné quelques matchs avec ce maillot. Par contre, avec maillot rose, je crois qu'on n'a jamais aucun match cette saison-là. Donc non seulement c'est dégueulasse, mais en plus, ça porte la malheur. Ah bah écoute, j'aime beaucoup ce maillot. J'espère le voir souvent. Ah bah j'espère pas. Bon, Johan, si tu nous parlais de tes maillots préférés? Alors moi, mes maillots préférés. Les premiers, c'est dans les années 80, parce que dans les années 80, les maillots, ils étaient super classe. Et il y a le maillot 83-84, Meuble Malardo, qui est une hérésie en soi, puisqu'il n'a pas le scapulaire, parce que Claude Bèze avait besoin d'argent, du coup, il a mis le sponsor Meuble Malardo en énorme, si bien qu'il n'y avait pas la place pour le scapulaire, mais à la place des très jolis petits liserés blancs, franchement, il envoie. Celui-là. Ensuite, j'ai une autre hérésie qui est chère à mon cœur. C'est le maillot 93-94. Donc là, c'est plus l'époque Bèze, on est passé sur l'époque Afflelou. Et Afflelou, il a une super idée. Il veut plus que les Girondins de Bordeaux ils jouent en marine. Et il veut que les Girondins de Bordeaux jouent en Bordeaux. Évidemment. C'est marqué dessus. Du coup, c'est un superbe maillot. Le maillot domicile, il est tout blanc et il a un scapulaire Bordeaux énorme, avec un sponsor iconique du même couleur Bordeaux, Panzani, en énorme. Et il est magnifique. J'aime aussi beaucoup celui de l'année suivante, qui est encore plus loin dans les prouesses, qui est un maillot Bordeaux avec des liserés marines. Et pas de scapulaire et un sponsor Panzani. C'est celui de l'exploit du Milan AC. Franchement, je trouve qu'il vieillit très bien. Bah écoute, j'allais te dire que cette histoire de remettre le Bordeaux comme couleur, c'était une logique de supermarché. Avec le nom du sponsor, ça se confirme. Eh ben oui, tout à fait. C'est pas mal comme choix. Mais est-ce que maintenant tu peux nous parler des plus mauvais maillots de Bordeaux dans l'histoire de ton avis? Alors, pour les maillots les plus mauvais, on n'a pas besoin d'aller chercher très loin. On a eu la chance pendant des années, c'est fini, d'avoir un superbe équipementier, Puma, et qui nous a gratifié de très beaux maillots avec un très beau sponsor, Kia. Donc déjà, même si tu avais un beau maillot avec cet énorme logo Kia par-dessus, c'était très dur de briller. Mais Puma fait des maillots bien moches et j'aime particulièrement le maillot extérieur de l'année 2013-2014, qui est un maillot blanc avec un scapulaire avec des petites fleurs roses et violettes, qui est absolument parfait pour aller faire du surf, mais alors absolument horrible sur un terrain de foot. Hashtag Stade français. Et quelques années plus tard, saison 2016-2017, on a nous aussi succombé à la folie des maillots Third. Et là, c'est un maillot horrible qui est à dominante noire, avec du violet et du rose. Toujours pareil. Et là, c'est les lieux iconiques de Bordeaux. Ah oui, donc le il y a des maillot photos, Tetris. le maillot Tetris exactement, sans scapulaire, donc on fait des hérésies mais partout. Et on était tous les supporters de Bordeaux étaient très contents de voir Puma pas revenir pour nous proposer des beaux maillots. Grand maillot, grand club, parlons un peu de l'histoire des Girondins. Eh ben écoute, l'histoire de Grand Bordeaux commence en 1910 avec une tentative de créer une section football au sein d'un club omnisport. Mais cette tentative ne dure qu'une saison pour commencer. Et après, finalement, le club est vraiment créé en 1919. Et l'obtention de statut professionnel, ça a dû attendre encore une vingtaine d'années pour au final obtenir un sous-statut en 1937. La première Coupe de France est gagnée en 1941 et finalement, le premier titre de champion est gagné en 1950. Après ça, à Bordeaux, il ne se passe plus rien. En même temps, comme on le sait, c'est plus une région de rugby. Et il faut attendre 1978 et l'arrivée d'un personnage, Claude Bèze, pour que le club arrive sur le devant de la scène.
Avec lui, c'est 3 titres de champion, 84, 85, 87. 2 Coupes de France, 86, 96. Mais en 1991, c'est la catastrophe, les finances sont dans le rouge, le club est relégué administrativement et Claude Bèze s'en va. Là, c'est l'arrivée d'Alain Flelou comme principal actionnaire. Le club est champion des deux dès la première saison, il remonte. Et en 1996, comme tu nous l'as dit, Johan, c'est la fameuse épopée en Coupe de l'UEFA où le club, après avoir éliminé le Milan AC, va s'incliner en finale contre le Bayern Munich. Tout à fait. Et après ça, arrive le M6, qui arrive en avril 1999 et qui a une belle époque, hein, puisque avec eux, on gagne 2 titres de Ligue 1 en 99 et en 2009. On gagne 3 Coupes de la Ligue, dont ma préférée en 2007 avec la mitraillette d'Enrique sur les supporters lyonnais. On revient tout à l'heure. Et également 2 trophées des champions et une Coupe de France. Faut pas oublier la petite Coupe de France. C'est une belle époque. Il y a des hauts et des bas, mais il y a surtout des gros trous dans la caisse à la fin de chaque année, qui fait que au bout d'un moment, M6 se lasse et décide de se retirer. Donc, reprends-moi si je me trompe. Et donc, ce dernier trophée, c'est la Coupe de France en 2013 contre Evian Tonon-Gaillard. Ceux qui l'ont oublié, J'étais dans les tribunes. C'était un club professionnel. Hein. Une année où on gagne ça avec que des équipes de 2e division. Magnifique. Et donc, en 2018, le club est passé sous pavillon américain. Juste avant ça, vous changez de stade, adieu l'escure. Mais ces 2 changements ne sont pas le synonyme du succès. En effet, le stade déménage du centre-ville à l'extérieur de la ville, ce qui entraîne des problèmes logistiques et font que déjà il n'y avait pas beaucoup de monde à Chaban / l'Escure, il y en a encore moins maintenant. Et en plus, on passe sous pavillon américain où on prend 1 an et demi de charlatan Joe Dagrossa qui vit aux frais de la princesse en signant absolument n'importe quoi et en faisant exploser les comptes du club. Avant que King Street, derrière, décide que la messe, la fête était terminée et vire tout ce beau monde et qu'on vive ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est-à-dire un régime d'austérité, des gens qui se font virer, un football très moribond sur le terrain, même si on a gagné effectivement ce week-end, et des supporters qui rêvent de lendemain meilleur, mais on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Passons à des choses plus gaies. Johan, es-tu prêt pour le grand quiz ? Envoyé. Alors, je vous rappelle les règles, monsieur. Si vous allez avoir 10 questions devant vous, si vous faites entre 1 et 3 points, vous serez un footix. Si vous faites entre 4 et 6 points, vous serez abonné à la buvette. Entre 7 et 9 points, vous serez sociaux du club. Si vous faites 10 points, vous aurez le droit de revenir dans l'émission. Et si vous faites 0 points, monsieur Johan, vous serez officiellement un goon. Salaud. Et alors, est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Alors, partons sur les choses un peu simples. Quelle est la première année de Bordeaux en Division 1 39. Et non, c'est raté. C'est votre première saison à 49-50. Et alors, fun fact, vous êtes la première équipe à être championne l'année de son accession en Ligue 1. J'aurais dû m'en rappeler. Et ben voilà. Ça commence mal. Ouais. Deuxième question. Est-ce que tu peux nous donner le palmarès des Girondins ? Combien de titres avez-vous remporté ? 6 titres de première division. 1 titre de deuxième division. Une coupe Intertoto. On te la compte. Merci. Coupe de France. Je dirais 3 Coupes de France. Aïe, 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 aïe. Et Coupe de la Ligue, on est les meilleurs là-dessus. Ah non, parce qu'il y a eu Paris après. Forcément, si tu comptes le PSG après. Puis il y a eu Brandao aussi. Et il y a eu, oui, j'étais là. Et 4 Coupes de la Ligue. Alors,
tu as échangé Coupe de la Ligue et Coupe de France, parce que vous avez remporté 4 Coupes de France, 3 Coupes de la Ligue, et vous avez gagné 2 trophées des champions. Oui, bon, les trophées gagnés au Québec et au Maroc, ça compte pas. Écoute, pour le club, ça compte. Hein, vous devriez construire un musée pour les afficher fièrement. Ça fait 0 points sur 2 possibles. Et Johan, il faut que tu te rattrapes. Hein, parce que... Donc, notre troisième question. Alors, est-ce que tu peux me dire qui était le meilleur joueur de Ligue 1 en 1999? Meilleur joueur 99, champion. Wiltord. Et non! Le meilleur joueur de cette année-là s'appelle Ali Benarabi. Ah oui. Et oui, C'est le Ali. grand Ali. Ah oui. Le grand Ali. 0 sur 3. Yes. Allez, on continue. Ah là là, c'est un joli streak. On va passer à la 4e question. Ça devient de plus en plus dur en fait. Probablement. Il est possible, oui. Il y a une possibilité. 3 joueurs des Girondins ont fini meilleur buteur de Ligue 1. Est-ce que tu peux m'en citer un? C'est gentil. Y a pas chez Guébaté dedans? Tu peux m'en citer un, pas 12. Hein. Oui, non mais. Paoletta? Eh ben oui. Eh oui, bien joué. ça va. Je prends pas trop de risques Premier là-dessus. Hein. Paoletta, 2002, 22 buts. Si tu remontes un peu, tu l'as cité. Sylvain Wiltord, 22 buts en 99. Et si tu remontes beaucoup, un dénommé Cargu en 54, 27 buts. Donc pas mal. Pas Ah mal. oui. Vous 1 avez eu sur quelques 3. buteurs. 1 sur 3, donc... 1 sur 4. On commence. La Ah oui, compétition c'était la commence. 4e question, pardon. 1 sur 4, donc bah, écoute, t'es un footix, c'est déjà pas mal. Au moins, t'es plus, Ça me ressemble. t'es plus du côté de Gérard. C'est déjà parti. C'est pas mal. Donc là, maintenant, la question qui va chauffer les cœurs de tous les Madrilènes qui écoutent ce bon podcast. Alors, en fameux Julien Faubert. Quel numéro avait-il sur son dos quand il a joué pour Girondins de Bordeaux? Je suis en train de me demander s'il avait le même numéro quand il est revenu que quand il a commencé. T'as le droit de me dire le numéro qu'il avait quand il est revenu. Oui, alors, le problème c'est que je suis pas sûr de le connaître aussi. Mais on va tenter, hein, c'est pas grave. Je sais que c'est un truc un peu baroque. C'est pas le numéro 11? Et non, c'était le numéro 18. D'accord. Mais fun fact, il a porté si je me trompe pas, il a porté le maillot numéro 10 en équipe de France. Exactement, c'était le premier joueur à porter le numéro 10 après Zinedine Zidane, et il a même marqué en but avec. Bah écoute, je vais t'accorder un demi-point sur le fun fact. Yes. Voilà, oui, à mon avis, ça mérite un demi-point. Parce que je sais que t'as envie de finir à la buvette. On va passer donc à la 6e question. En 2009-2010, les Girondins vont jusqu'en quart de finale de Champions League. Au match aller, vous perdez 3-1 contre Lyon. Et au match retour, vous gagnez 1-0. C'est le même joueur qui met les 2 buts pour les Girondins. Peux-tu me donner son nom? J'ai regardé les feuilles de match en plus l'autre jour. C'est pas Siani. Marwan? Eh ben oui, c'est Eh Marouane oui, Chamakh. c'est bien Je joué. vous ai eu là-dessus. Très très bien joué. Alors, 2 points et demi 2 points et demi, tu y es Sur- presque. sur 6 questions. Sur 6, c'est ça, on est bien d'accord. C'est Yes. presque la C'est moyenne. bien Moi ça. j'aime bien. C'est ça. J'aime bien. C'est déjà pas mal. Donc, est-ce que maintenant tu peux nous dire quelle était la plus grosse vente de l'histoire de votre club? Ça c'est Johan Gourcuff. En nouveau franc ou en ancien franc? Alors, Johan Gourcuff, c'est le plus gros achat de l'histoire de votre club, mais pas la plus grosse vente. 27 millions, c'est pas la plus grosse vente? Non. Tu Laisse-moi oublies- réfléchir. Bah... Willou? Non, même pas. On s'est fait avoir sur Wiltord d'Arsenal. Si tu avais regardé Meshke Galacticos la semaine dernière, tu serais dans le thème. Ouh. Oui.
Non, ça je sais pas. Eh ben écoute, c'est un fameux joueur de Zénith Saint-Pétersbourg actuellement. C'est Malcolm, Ah bah punaise. Oh là là qui là est là. parti à Barcelone, qui a Oh été mais volé quel par idiot. Barcelone. Désolé Malcolm. Je t'aime d'amour. Il était dans l'avion quand elle était volée par Barcelone. Tout ça pour le maltraiter. Non mais franchement, Exactement, tout ça Vous pour le méritez. vendre à 40 millions derrière à Zénith comment j'ai pu Saint-Pétersbourg. oublier le package King Street et tout, c'était Écoute, ta réaction de oh punaise, c'est exactement ce que se disaient les supporters du Barça quand il était sur la feuille de match. On va passer à la 8e question. Peux-tu me donner la saison de votre première participation en Champions League? Je sais qu'on a joué la Coupe des villes deux fois, Oui, c'est... mais j'imagine que c'est pas ça dont on parle. Non, on parle de la grande, la vraie. Avec les oreilles. Ouais, c'est ça. 82, 83. Et non, c'est 84-85. Si t'avais écouté Meshke Galacticos cette semaine, t'aurais Avec les entendu yeux. que donc les Girondins étaient champions en 84 avec Claude Bèze. Donc, encore 2 questions pour arriver à la buvette. Donc, la question On y va en rampant numéro- à la buvette. Hein. La question numéro 9. D'habitude, c'est comme ça qu'on en parle. Mais bon. La question numéro 9 peut être un peu compliquée. Alors, dis-nous, parmi ces 3 joueurs, lequel n'a jamais évolué à Bordeaux? Ouh. Donc, premier, c'est Raymond Domenech, puis c'est Didier Deschamps, et finalement, Desailly. C'est deux, ça y est, c'est pas ça, c'est fait. Exactement, c'est très bien joué. Les photos de Raymond Domenech, latéral des Girondins de Bordeaux, avec sa moustache et ses énormes sourcils, sont iconiques. Et alors, c'est bien joué, Marcel Desailly. Effectivement, c'est le joueur qui n'a jamais évolué à Bordeaux. Bien joué, t'es arrivé à la buvette. Écoute, grâce au grand Raymond, Je crois qu'on va y rester. t'accèdes à la buvette. Ah non, en fait, il est entre les deux parce qu'il est à 3 points et demi. Ah oui, c'est quoi 3 points et demi. Ah non, 3 points et demi, ça compte. Il Ah, est d'accord, à il est à buvette. l'entrée. Il Il est à ok, l'entrée, il est à voilà, il J'ai est entre soif. les deux. Tu peux prendre quelque chose à l'emporter. Écoute, la question 10, la dernière question, est très difficile, mais elle va te rapporter, si tu trouves la réponse, 6 points et demi, ce qui te permettrait de revenir dans l'émission. Oh, La pression est sur tes épaules. Johan, peux-tu nous donner le résultat du premier match officiel de l'histoire des Girondins de Bordeaux? ah là là. Tu rigoleras moins quand tu auras la réponse. Ah oui, bah, ça devait être grand. On va tenter une défaite. Généralement, c'est compliqué les débuts. Un 4-3. Ah, malheureusement, tu ne reviendras pas dans l'émission, puisque cette année-là, pour votre premier match officiel, la section burdigalienne l'avait emporté face aux Girondins sur le score de 12-0. Ah oui, j'étais loin. Un match mémorable pour la section burdigalienne qui a disparu quelques années plus tard. Bah oui, tout à fait. 12-0 quand même, c'est compliqué. Ah bah, les accouchements des fois c'est compliqué, hein, mais c'est pas grave, c'est l'histoire qui vient après qui est belle derrière. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Alors Xavier, est-ce que tu peux nous dire quel match proposerais-tu de suivre la semaine prochaine? Écoute, c'est une semaine chargée, il y a pas mal d'affiches, mais bien que je déteste le football anglais, c'est devant Liverpool-Manchester United que je passerai mon 17 janvier. Johan, que vas-tu faire cette semaine? Eh bien, si je pouvais regarder un match de foot bien posé, je pense que je me ferais le derby de Rome, un petit Lazio-Roma, c'est toujours sympa, même sans les supporters. D'habitude, on le regarde parce qu'il y a des super chorégraphies, mais là, il devrait y avoir des buts quand même, ça devrait être sympa. Et moi, personnellement, je vais quand même penser à tous les Français qui vont être devant leur télé. C'est le Classico. Le Classico français, c'est PSG à Marseille, la Super Coupe, le trophée des champions, comme vous l'appelez, le mercredi soir.
Merci Johan pour cette participation et cette émission. C'était un plaisir de la faire avec toi. Merci Aslan, comme d'habitude, comme toutes les semaines. Je vous remercie tous les deux. Merci Johan d'être là. Merci Xavier d'être là toujours. Eh bien, écoutez, là-dessus, on s'arrête et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Salut. À la Madrid, à la Madrid, à la Madrid.